Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Christine de Pisan est la première femme de l'histoire à gagner sa vie comme écrivain. Il aura fallu attendre le XIVe siècle pour ça et l'audace d'une femme talentueuse, très aimée de son père. Elle a touché à tous les styles, les histoires d'amour, les essais militaires, les livres politiques et même féministes. C'est son destin écrit entre les lignes de l'histoire de la France médiévale que je vais vous raconter dans un récit en 2 parties. Christine de Pisan, la première femme écrivain. Épisode 1. La fille de l'érudit. Nous sommes à Paris en 1401. Jean de Montreuil, grand écrivain humaniste sous le règne de Charles VI, vient de publier un éloge du roman de la Rose. Ce récit allégorique de 22 000 vers, composé par l'écrivain Guillaume de Lorris, a déjà plus de 100 ans. Dans la plus pure tradition de l'amour courtois, l'auteur explique comment un homme doit s'y prendre pour séduire une femme. Toutes les ruses sont bien sûr autorisées pour venir à bout des résistances de la belle. Le roman a ensuite été poursuivi sur un ton satirique par un auteur nommé Jean de Meung. En découvrant l'éloge du roman de la Rose par Jean de Montreuil, le sang de Christine de Pisan ne fait qu'un tour. Comment ose-t-il faire l'apologie d'une littérature si misogyne ? Aujourd'hui, on dirait clairement sexiste et à la limite du harcèlement. Puisque c'est comme ça, la plus célèbre autrice du royaume va elle aussi publier son avis sur ce torchon. Rageusement, elle trempe sa plume dans l'encre et se met à écrire. Quelle utilité, quels bénéfices peuvent en tirer ceux qui sont exposés à tant de saleté ? Ne vous en déplaise, je dis que c'est une leçon de vice préparant à la vie dissolue, un enseignement trompeur. C'est le début de la plus grande querelle littéraire du Moyen-Âge, la querelle du roman de la Rose. C'est en Italie que Christine voit le jour vers 1364. Elle s'appelle de Pisan, Pisano en italien, parce que sa famille est originaire de la ville de Pisano, dans le Piémont. Son père, Thomas de Pisan, est un érudit qui a enseigné à l'université de Bologne. Il maîtrise parfaitement la médecine et l'astrologie. Cette double spécialité peut nous paraître un peu baroque, mais depuis l'Antiquité, l'astrologie est considérée comme une science adossée aux mathématiques et à l'astronomie. Ça n'a donc rien de fou de l'étudier comme une science au Moyen-Âge. Alors que Christine est toute petite, son père est embauché par la République de Venise. La Sérénissime est alors à son apogée. Elle domine un large territoire dans le nord de l'Italie, mais aussi toute la mer Adriatique. Ces ports lui ont permis de développer des axes commerciaux à travers toute la Méditerranée et le Proche-Orient. Pour faire simple, disons que cette république a le PIB par habitant le plus élevé de l'Europe médiévale. Mais cette postérité n'est pas le corollaire de la paix, c'est même tout le contraire. L'Italie est éclatée en plusieurs territoires dirigés par des seigneurs de guerre et une élite commerciale souvent tyrannique. L'ambiance de la Sérénissime n'est donc pas si sereine. Mais Thomas de Pisan n'a pas vocation à s'y arrêter bien longtemps. Sa réputation a fait le tour de l'Europe, il est sollicité par beaucoup de souverains qui veulent se payer ses services médicaux et astrologiques. À la fin des années 1360, Thomas de Pisan est embauché par le roi Charles V. Il déménage donc à la cour de France avec sa femme et ses enfants. Christine grandit dans l'univers privilégié de la cour de France au milieu des princes et des princesses. Mais le roi Charles V, surnommé le Sage, l'apprécie. Et pour cause, Christine a une vivacité d'esprit exceptionnelle. Elle est avide d'apprendre. Son père l'encourage à étudier et l'initie aux sciences. Il considère que les sciences ne peuvent pas corrompre les femmes. Ce sont les mots qu'utilisera plus tard Christine pour parler de l'éducation que lui a donnée son père. Mais à cette époque, ce n'est pas normal qu'une fille reçoive une éducation aussi soignée et certainement pas avec l'assentiment de leur père. La complicité entre le père et la fille les pousse tous les deux à ne pas se conformer aux usages. Déjà, la maîtrise de la lecture et de l'écriture ne concerne qu'une petite élite à cette époque. Et les femmes finement lettrées sont rares. Madame de Pisan ne supporte pas l'idée que sa fille puisse être initiée aux sciences et aux lettres. Une fille, ça doit savoir coudre. Et c'est tout.
Vaincu par cette virago, Thomas cesse d'éduquer sa fille. Mais il lui a déjà transmis le goût de l'étude. Le ver est dans le fruit. Christine est déçue de ne plus étudier avec son père, mais elle se console en écrivant. Dès l'adolescence, elle exerce sa jolie plume. Au Moyen-Âge, se raconter des histoires ou se faire des lectures est un bon moyen de s'amuser, surtout pendant les veillées. À la cour, on apprécie beaucoup les poèmes de la petite demoiselle de Pisan. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, dans un monde où les femmes sont des grenouilles de bénitier ou de fausses oies blanches, Christine la savante plaît beaucoup. Tous les hommes font la cour à cette Scheherazade occidentale. Mais l'adolescente n'est pas pressée de se marier. Son père n'est pas pressé de marier sa fille non plus. Il lui cherche longuement l'époux idéal, un intellectuel aimant qui saura partager avec elle son savoir et qui ne l'empêchera jamais d'étudier si elle le souhaite. Pour l'époque, Thomas de Pisan cherche un peu le mouton à 5 pattes. Mais il le trouve. Étienne de Castel, l'heureux élu, est issu de la noblesse picarde. Il a 24 ans et il est diplômé de l'université. Il commence sa carrière de notaire au service du roi. C'est donc un bon parti, tout disposé à partager des plaisirs intellectuels avec son épouse. Le couple convole alors que Christine a une quinzaine d'années. C'est un mariage profondément heureux duquel naît 3 enfants, une fille et 2 garçons. Peu de temps après ce mariage, le roi Charles V meurt. Son fils Charles VI lui succède. Il n'a qu'une douzaine d'années et les ducs du royaume se partagent la régence comme des vautours planent au-dessus d'une charogne. Avec le changement de monarque, Thomas de Pisan perd son protecteur. Son train de vie se réduit drastiquement. Celui d'Étienne de Castel est aussi impacté. Ses clients mettent souvent beaucoup de temps à le payer. Et puis, en plus des problèmes politiques dans un royaume fragilisé par la jeunesse de son souverain, il y a les épidémies. La peste noire a tué entre 1/3 et la moitié des Européens 30 ans plus tôt. Depuis, il y a des vagues épidémiques de diverses maladies infectieuses qui font régulièrement leur moisson d'âme. Elle cueille Thomas de Pisan vers 1387. Il avait environ 80 ans. Cette mort est triste pour Christine, mais elle n'est pas injuste. Celle de son mari la même année lui est beaucoup moins supportable. Christine est veuve à 23 ans. Elle a désormais à sa charge sa vieille mère, ses 3 enfants et une de ses nièces. La jeune femme est désemparée. Elle semble traverser un épisode qu'on pourrait qualifier de dépressif aujourd'hui. Jeune, veuve et sans rente, Christine, en femme du XIVe siècle, n'a que 2 solutions. Se remarier ou entrer au couvent. Mais elle refuse ces 2 options. Elle va donc prendre une décision qu'aucune femme de sa condition au Moyen-Âge n'a osé prendre. Elle ne va pas se remarier. Elle va vivre de sa plume. Des femmes qui écrivent, il y en a depuis l'Antiquité. Elles sont peu nombreuses et on leur prête des écrits mineurs. Mais elles restent des femmes qui écrivent, pas des femmes écrivains. Et la différence est grande. Au Moyen-Âge, pour vivre de sa plume, un écrivain offre son travail à un seigneur qui lui donne de l'argent en retour. Une personne riche peut aussi commander un travail d'écriture à un auteur contre rémunération. Mais dans les 2 cas, quand le métier d'auteur devient professionnel, c'est un travail d'homme, pas de femme. Christine de Pisan bouscule les règles du jeu social. Et avec quel génie elle le fait! La clé de cette décision se trouve dans la transgression de ce qu'on appelle parfois les rôles de genre. Elle l'explique dans son ouvrage intitulé « Le livre de la mutation de fortune ». Elle y reprend les codes des transformations comme dans les Métamorphoses d'Ovide, le poète romain qui évoquait dans des histoires courtes tous les personnages de la mythologie qui ont subi des transformations. Dans son livre, Christine écrit « Vous direz qui je suis, qui de femelle devint mâle, en homme naturel parfait et jadis fut femme de fait. Homme je suis, je ne mens pas. » Là, j'attire votre attention sur un point délicat. Ne regardons surtout pas ce texte avec nos lunettes du présent. Il faut vraiment, pour le comprendre, se remettre dans l'esprit des gens du Moyen-Âge. Le rôle de chef de famille est celui de l'homme. Et là, Christine de Pisan devient le chef de famille.
C'est elle qui dirige son clan et c'est elle qui ramène l'argent à la maison par son travail. C'est ce rôle de chef de famille qui lui permet de se percevoir comme un homme. Elle se conduit en homme parfait selon les standards de son époque. C'est quand même sacrément audacieux. D'ailleurs, pour faire entrer de l'argent à la maison, la première chose qu'elle va faire est de faire des procès à tous les clients de son mari qui lui doivent de l'argent. Le recouvrement de ses dettes lui prend 10 ans. Mais ce n'est pas suffisant pour vivre, vous vous en doutez. Il faut donc écrire et vendre ses productions. Ses premiers ouvrages sont publiés à partir de 1399. Ce sont au départ des poèmes et des chansons d'amour. Mais là encore, attention, Christine de Pisan va briser les codes d'une manière inattendue en s'attaquant au plus grand style littéraire de l'époque, l'amour courtois. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Christine de Pisan, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Christine de Pisan, la fille de l'érudit Thomas de Pisan a été initiée aux sciences et aux lettres contre l'avis de sa mère. Pour veiller sur le bonheur de sa fille, Thomas l'a mariée à un jeune notaire. Mais ce mariage heureux prend fin quand Christine devient veuve à 23 ans. C'est là qu'elle décide de devenir écrivain pour gagner sa vie. Épisode 2. La star de la littérature médiévale. Au Moyen-Âge, les troubadours ne parlent que d'amour courtois. C'est ce qu'on appelle à l'époque le fin amour, l'amour pur. C'est un style littéraire à la mode depuis le XIe siècle. Il est né en Aquitaine et en Provence avant de se propager vers le nord de la France. Toutes ces histoires racontent comment un homme, un chevalier, fait 1000 efforts, déploie 1000 ruses pour séduire une femme mariée à un homme plus puissant que lui. Normalement, dans l'amour courtois, tout ça reste platonique. C'est l'art de l'attente et du désir qui se prolonge indéfiniment. Au mieux, le chevalier aura droit à quelques émois en apercevant la cheville de sa belle. Et puis après, le chevalier part à la guerre et la belle se meurt d'amour. Ces contes ont aussi une fonction sociale. En convoitant, sans la posséder, la femme de son seigneur, le chevalier lui rend hommage. Il exprime son souhait de s'élever socialement et de lui ressembler pour jouir des mêmes plaisirs et des mêmes privilèges. Sauf que dans la vraie vie, les gens ne sont pas de purs esprits et que les jeux de séduction les échauffent. En témoigne le roman de la Rose, écrit par Guillaume de Lorris au XIIIe siècle. Le chevalier fait tout ce qui est possible et imaginable pour séduire la Rose, et à la fin, il lui prend son bouton. Pas besoin de faire un dessin, la métaphore est assez claire. Et dans la vraie vie, c'est toujours l'honneur des dames romantiques qui cède au chevalier qui est traîné dans la boue. L'amour courtois, c'est bien joli dans les contes, en revanche, c'est lourd de conséquences dans la vraie vie. Eh bien, Christine de Pisan casse les codes du fin amour en faisant l'apologie de l'amour conjugal. Ses poèmes racontent combien elle a été heureuse avec son mari, combien elle était comblée et combien il est inutile de marivauder avec des dragueurs si vous me passez ce double anachronisme. Bref, les écrits de Christine de Pisan détonnent. Elle enfonce le clou en célébrant son veuvage et son envie de dédier son existence à l'étude. Seulette je suis, seulette je veux rester. C'est une sacrée déclaration d'émancipation qu'elle écrit là. Mais ça marche. Christine est reconnue par son talent et son originalité. Comme elle est maligne, elle ventile, c'est son expression, elle-même ses livres. C'est-à-dire qu'elle se charge en personne de les faire copier, enluminer et de les offrir à ses commanditaires ou à des seigneurs en échange de cadeaux. Il lui arrive même d'offrir plusieurs fois le même livre avec des dédicaces différentes. Ça ne plaît pas à ceux qui les reçoivent, mais il faut bien constater que c'est plus rentable. Comme l'ont montré beaucoup d'historiens, Christine de Pisan innove en insérant des éléments autobiographiques dans ses récits. Pour la première fois, elle va évoquer son enfance. C'est grâce à l'épître d'Orthea, publiée en 1401, qu'on connaît ses origines. Elle écrit « Moi, pauvre créature, femme ignorante de petite stature,
fille de philosophe et de docteur originaire de Bologne. D'ailleurs, il n'y a pas quelque chose qui vous étonne dans sa façon de se présenter ? Moi, pauvre créature, femme ignorante de petite stature. Pourquoi est-ce qu'elle se déprécie comme ça ? Là encore, il faut se mettre dans la tête des gens du Moyen-Âge pour le comprendre. Pour s'attirer la sympathie des lecteurs, Christine fait comme toutes les femmes qui osent écrire à cette époque. Elle joue la fausse modestie puisque la modestie est une vertu cardinale pour les femmes. Mais je peux vous garantir que Christine ne brille pas par son humilité. Elle sait très bien ce qu'elle vaut et elle va le prouver pendant la plus grande querelle littéraire du siècle. En 1401, l'année où paraît cette épître d'Orthea, l'écrivain Jean de Montreuil se lance dans une apologie du roman de la Rose, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'amour courtois écrit au XIIIe siècle. Vous avez compris que l'idée ne va pas plaire à Christine de Pisan puisqu'elle déteste l'amour courtois. Pire, Jean de Montreuil inclut dans son éloge la suite du roman de la Rose, écrite par Jean de Meung. Et là, on a une satire dans l'esprit le plus caustique qui soit, digne des auteurs de l'Antiquité comme Juvénal et de sa satire contre les femmes. Pour Jean de Meung, toutes les femmes sont des comédiennes qui se donnent du mal pour plumer leurs amants. Elles sont entraînées à ça par des femmes plus âgées qui leur apprennent leurs trucs et astuces. Bref, le roman est un chef-d'œuvre de misogynie. Pour Christine de Pisan, faire l'apologie de ces livres qui vantent les amours extra-conjugales et comparent toutes les femmes à des manipulatrices vicieuses, c'est insupportable. Elle prend sa plume et écrit une réponse à Jean de Montreuil. Cette réponse est publique, bien sûr, et bientôt, tout Paris s'échange les lettres de la querelle du roman de la Rose. Christine de Pisan entraîne un de ses amis dans la querelle. Il s'agit de Jean de Gerson, un éminent théologien et universitaire. Celui-ci explique en quoi Jean de Meung manque de respect aux valeurs religieuses en poussant ses lecteurs à céder au vice. En réponse, le chanoine Pierre Coll entre dans la mêlée pour défendre les deux auteurs attaqués. Il explique que Loris et Meung dénoncent en réalité les travers de leurs personnages pour pousser leurs lecteurs à bien se conduire. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, cette querelle littéraire, c'est la série à rebondissements qu'il faut suivre. Cette querelle permet à Christine de Pisan de se poser en véritable star de la littérature de l'époque. Elle est la première femme à vivre de sa plume et son succès est en train de dépasser les frontières du royaume de France. Elle commence à être traduite dans d'autres langues, comme l'anglais par exemple. Ironie de l'histoire, puisqu'elle déteste tant l'amour courtois, on finit par lui commander dès l'année suivant la querelle un livre d'amour courtois. Cet ouvrage, ce sont les 100 ballades d'amants et de dames. Elle écrit dans la préface qu'elle est obligée d'écrire cette histoire pour avoir trop outragé l'amour. Mais elle se plie très finement à l'exercice. Dans la première ballade, le chevalier est déjà amoureux de la belle. Il lui fait du chantage. Il mourra si elle ne l'aime pas. Il va donc tout mettre en œuvre pour la séduire. Le basculement intervient à la ballade 50, au milieu du livre. La dame accepte l'amour de l'amant. Et dès ce moment, l'amant s'éloigne. La passion s'étiole. Il retrouve les champs de bataille et peut-être même que la dame a désormais une rivale. Ce qui compte pour l'amant, c'est la conquête à tous les sens du terme. Et c'est donc la dame qui s'étiole et qui, dans la dernière ballade, meurt d'amour pour son amant absent. C'est joli, c'est bien écrit, le style lyrique de Christine est formidable, mais elle dénonce toujours le même cliché. L'amour courtois est un cauchemar pour les femmes. Maintenant qu'elle est délivrée de cette commande, Christine peut s'adonner à l'écriture de son chef-d'œuvre absolu, La Cité des Dames. Déjà, le titre. C'est un clin d'œil à la Cité de Dieu. Ce livre a été écrit au 5e siècle par saint Augustin, qui est l'un des pères de l'Église et l'un des grands penseurs des débuts du christianisme. Dans son ouvrage, il imagine 2 cités créées par Dieu, l'une terrestre, l'autre céleste. Il donne ainsi un programme politique et théologique pour structurer cette religion qui est en train de devenir majoritaire à la fin de l'Empire romain. En se mettant dans le sillage de saint Augustin avec la Cité des Dames, Christine de Pisan imagine une cité allégorique entièrement dédiée aux femmes.
cette cité est construite grâce à des vertus comme la raison et la droiture. Elle est érigée grâce à 3 catégories qui consolent au début du livre Christine de ne pas être née homme. Elle lui montre ensuite combien les femmes qui ont marqué l'histoire sont nombreuses et puissantes à travers des modèles mythologiques et réels, allant de la Vierge Marie à Médée en passant par Iseux et Blanche de Castille. Son œuvre à la gloire des femmes puissantes pourrait presque être qualifiée de proto-féministe, c'est-à-dire qu'elle précéderait la création du féminisme. Christine encourage les femmes à prendre part à la politique et aux affaires du monde, mais aussi à vivre dans une rigoureuse rectitude morale en accord avec Dieu. Elle sait que, à son époque, l'émancipation de la femme ne peut passer que par un comportement irréprochable. Elle comprend aussi que les femmes, en tant que mères, ont un rôle central à jouer dans la société. Comme bien des sociologues du XXe siècle, elle a compris que les femmes sont les gardiennes de la tradition, mais ce sont aussi elles qui élèvent les enfants à l'époque, et c'est leur plus grand levier d'action. Il ne tient donc qu'à elles d'inculquer des valeurs à leurs enfants qui permettent de cheminer vers une relative égalité des sexes. Et là, vous constatez que dire de Christine de Pisan qu'elle est à l'avant-garde tient de l'euphémisme. Christine est donc une auteure reconnue de son vivant pour ses écrits politiques. Elle va même aussi se lancer dans l'histoire et la description de son époque dans plusieurs autres livres. Le duc de Bourgogne lui commande notamment une biographie de son frère, le roi Charles V. À l'époque, on n'écrit pas des vraies biographies, mais des livres qui chantent les exploits et vantent la sagesse du défunt. C'est un ouvrage pour la postérité qui relève du style hagiographique. Charles V est montré dans toute sa perfection. À la même époque, dans le premier tiers du XVe siècle, le royaume de France sombre dans la crise politique. Nous sommes en plein milieu de cette longue période de conflits discontinus que les Anglais appellent la guerre de 100 ans. Christine observe le délitement de son monde qu'elle retranscrit dans ses ouvrages en faveur du retour de la paix. En 1420, le roi Charles VI, devenu fou et incapable de gouverner, signe le traité de Troyes qui promet sa couronne après sa mort au roi d'Angleterre Henri V. C'est une véritable trahison pour le dauphin, le futur Charles VII. C'est dans ce contexte que les ducs de Bourgogne, qui possèdent presque un tiers du territoire français à l'époque, entrent en rébellion contre les Français en se mettant du côté des Anglais. Leur but est de gagner en influence sur le royaume de France. Les Bourguignons sont opposés aux Armagnacs qui soutiennent les rois de France. Pour retrouver sa légitimité, le futur Charles VII doit se faire sacrer à Reims, comme le veut la tradition. Mais ça implique un long voyage dans un pays mis à feu et à sang par la guerre civile et les troupes anglaises. C'est dans ce contexte troublé que Jeanne d'Arc, une paysanne de 16 ans, entre au service du dauphin en février 1429. C'est grâce à l'audace de cette jeune fille qui prend les armes pour respecter ce qu'elle croit être les desseins de Dieu que le dauphin parvient à se faire sacrer à Reims le 17 juillet 1429. Christine de Pisan, qui est retirée dans un couvent depuis quelques années pour se protéger de la guerre civile, est subjuguée par la petite pucelle d'Orléans et ses exploits. Elle décide d'écrire un livre à son sujet, Le Dicier de Jeanne d'Arc. Il s'agit d'une série de poèmes rimés qui racontent ses exploits. Christine évoque par exemple au paragraphe 24 et 25 « La jeune pucelle à qui Dieu force et pouvoir donne, voici femme simple bergère, plus preux qu'aucun homme. » Elle est déjà en train de participer à la construction du mythe de Jeanne d'Arc, dont on sait qu'elle n'était pas une petite bergère, mais la fille d'un paysan plutôt aisé. Ce livre sera le dernier de Christine de Pisan. Elle achève son œuvre sur une héroïne féminine de son temps et prouve encore une fois qu'avec un peu d'audace et beaucoup de vertu, les femmes peuvent être les égales des hommes en tout et même les surpasser. Elle meurt vers 1430, sans doute plusieurs mois avant de voir Jeanne d'Arc trahie et livrée aux Anglais. Ses livres restent très connus pendant quelques décennies, et puis ils tombent en désuétude, remplacés par ceux d'autres auteurs à la mode. Ce sont les féministes américaines qui commencent à exhumer ces œuvres de l'oubli au milieu du XXe siècle. Ces ouvrages, très difficiles à lire aujourd'hui, sont progressivement adaptés en français contemporain à partir des années 1980. Aujourd'hui, Christine de Pisan est une star féministe pour être devenue la première femme à vivre de sa plume.
C'est la fin de ce récit consacré à Christine de Pisan. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. Il n'a pas été réalisé dans un atelier de moines copistes, mais dans les studios d'Europe 1. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Alexis Leclerc. À la direction artistique, Julien Tarot et Adèle Imbert. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et la diffusion, Kelly Decroix et Florine Sylvan. Et moi, la plume et la voix de ce récit qui, je l'espère, vous a fait impression, je vous donne rendez-vous très vite sur votre plateforme d'écoute favorite. À bientôt!